l'a vu, vous l'avez vu sans doute, toujours en direct de Microsoft Experience ici au Palais des Congrès. On l'a vu, Station F, qui est associée maintenant à Microsoft. Station F, vous le savez bien sûr, c'est ces milliers de mètres carrés dédiés à l'innovation sur un Welcome Startup Nation, lancé notamment par Xavier Niel et dirigé par Roxane Varza à Paris. 1000 startups dans un même lieu. Et finalement, c'est l'occasion de reparler de la France et de ses talents, notamment dans l'intelligence artificielle. Je suis très, très heureuse d'accueillir deux grands talents, dont évidemment Paul. Bonjour Paul. Bonjour. Comment est-ce qu'on dit Paul? J'ai un petit doute, alors je vais vous laisser. Strachman, merci. Vous êtes à l'initiative de Francis AI. Oui. Qu'on pourrait décrire comme une sorte de French Tech dédiée à l'intelligence artificielle pour valoriser l'écosystème. C'est d'ailleurs en partenariat avec la French Tech. Exactement. Notamment. Et vous êtes aussi venture partner pour le fonds d'investissement Isaïe à New York. Oui. Exactement. Et puis, c'est un grand plaisir aussi de recevoir Grégory Renard, que tout le monde connaît peut-être. Bonjour Grégory, ça va bien? Bonjour Marion, ça va très bien. Fondateur d'Xbrain, expert en intelligence artificielle depuis 20 ans maintenant. Oui, voilà, donc dans essentiellement la partie langage. Donc en fait, à ce moment-là, on ne faisait pas vraiment de l'intelligence artificielle. On a compris au fur et à mesure que c'était de l'intelligence artificielle. Ouais. Donc ça me fait très plaisir d'être au Microsoft Day, 5 ans après la fameuse session avec Bernard sur scène. Oui, c'est vrai. Donc, on avait présenté NJ. Donc tu te souviens, tu m'avais fait une superbe interview là-dessus. On avait présenté nos travaux, que de temps en fait, et que de chemin parcouru depuis. Voilà, et on va évoquer avec toi et aussi avec Paul ce qu'est Francis AI. À l'instant, Enrique Lopez justement disait, comme ce qui s'est dit dans la plénière, que l'intelligence artificielle, ce sera l'objet de la prochaine émission, c'est quelque chose qui est aujourd'hui moins un buzzword, parce qu'il devient concret, parce qu'il commence à produire des choses matériellement visibles, impactantes en fait. Revenons sur Francis AI. C'est tout nouveau, ça s'est lancé quand? Ça fait à peu près 2 ans en fait qu'on a commencé l'initiative. L'année dernière, on avait fait une première conférence. En fait, c'est une initiative vraiment d'écosystème qui est non gouvernementale, qui se veut vraiment comme étant une sorte d'émanation de l'écosystème même. Et l'idée, c'est vraiment d'offrir une plateforme à l'écosystème français pour se promouvoir à la fois localement, nationalement et internationalement. Parce qu'effectivement, comme tu le disais, il y a énormément de talents en France, mais on n'est pas forcément perçu de l'étranger comme étant une nation d'intelligence artificielle, au même titre que l'Angleterre ou le Canada, par exemple, qui sont des fois mieux perçus que la France par rapport à ça. Et l'idée, justement, de Francis AI, c'était aussi de changer cette perception et, à nouveau, d'offrir cette plateforme pour les initiatives locales qui existent déjà, parce qu'il y en a beaucoup en France, et de leur offrir une plateforme pour être encore plus visible de l'étranger, mais aussi de France. Quand on dit une plateforme, c'est quoi? C'est concrètement, ça passe par quoi? On a fait plusieurs choses. La première chose, c'est évidemment, on a établi la première cartographie de toutes les startups d'IA en France, mais on a fait la même chose pour les labos de recherche, on a fait la même chose pour les communautés, parce qu'on pense vraiment que l'écosystème d'intelligence artificielle en France, c'est pas simplement les labos ou pas simplement les grands groupes, c'est vraiment le regroupement collectif de tous ces différents acteurs, communauté avec les meet-up, éducation avec les différents masters, labos de recherche publics ou privés, et évidemment les grands groupes. Et donc on a fait cette cartographie assez difficile de tous ces différents sous-secteurs, et on la rend dynamique, c'est-à-dire que tout le monde peut constamment venir s'échanger. Et ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on a cette conférence annuelle pour essayer de créer, une plateforme à nouveau pour que ces gens-là puissent se rencontrer, présenter, échanger. Et la dernière chose, c'est aussi on crée des ponts entre la France et d'autres écosystèmes. Donc l'année dernière, les gagnants du concours de start-up sont partis à l'incubateur Stanford. Cette année, le partenariat avec NYU. Et finalement, la dernière chose qui est un petit peu novatrice, c'est qu'on a de l'argent de sponsors. Et Microsoft est notamment un des sponsors clés de cette année, qui s'inscrivent dans l'initiative dans l'année, pas juste sur la conférence. Et tout argent qu'on lève, on le redistribue dans l'écosystème pour soutenir des initiatives d'écosystème. Donc que ce soit des initiatives comme le regroupement de chercheurs qui s'appelle Deep in France, qui est un regroupement de chercheurs dans le deep learning, ou que ce soit par exemple le fait qu'on a invité tous les patrons des meet-up d'IA, de robotique et de big data de France, et qu'on a invité exprès tous ceux qui ne sont pas à Paris, en leur payant leurs frais de transport, pour pouvoir justement discuter et voir comment on peut les soutenir. Alors, on voit bien que Francis AI, c'est vraiment pour faire briller l'écosystème à l'international. Toi, justement, Grégory, tu vis maintenant à Palo Alto depuis quelques années, grâce à Aura Technologies à l'époque qui incubait notamment Xbrain, que tu as lancé il y a quelques années et qui t'a permis d'aller, en tout cas d'accélérer ta prise du marché américain. Comment, de ton point de vue, en tant que européen, parce que j'imagine qu'on va quand même en parler un petit peu,
Tu vois cette initiative, est-ce que tu penses que c'était le moment de le faire? Pourquoi c'était le moment de le faire? Comment tu t'inscris là-dedans? En fait, déjà, le domaine de l'intelligence artificielle est un domaine qui n'est pas récent, hein. Donc, contrairement à ce qu'on peut croire avec la presse et en fait les feedbacks, c'est un domaine qui est très vaste. Donc, merci à Paul, le travail qu'ils ont fait au travers de Francisaï est vraiment énorme parce qu'il fallait cartographier ça. Parce que si on veut valoriser un écosystème, il faut d'abord bien le connaître. Donc, moi, j'ai eu la chance en fait de faire partie de ces quelques personnes qui ont été détectées en amont, entre autres. Par plusieurs personnes, telles que Bernard Ougarlian qui nous avait mis sur scène, donc mon associé Pierre-Noël Luigi qui m'a également aidé en fait à transformer d'un laboratoire vers une entreprise. Pierre-Noël Luigi qui est le fondateur d'Oscaro. Exactement, de Oscaro.com. Et donc là, en fait, on a fait une migration et c'était entre autres l'idée de Pierre-Noël qui m'a dit, mais écoute, va au cœur de l'écosystème. Si tu veux booster ton travail et toute ta recherche, il faut que tu sois dans l'écosystème même. Donc c'est ce qu'on a fait. En fait, je me suis déplacé là-bas, on a déménagé la famille, les enfants. On est maintenant très très bien sur place et ce qui est intéressant, c'est de voir cette dynamique. Et la grosse surprise, donc pour faire le lien avec ce que Paul fait, c'est il y a à peu près 2 ou 3 ans, on s'est rendu compte que l'écosystème était majoritairement en fait francophone français. On s'est dit, mais attends, comment ça se fait qu'on est là aussi nombreux et que quand on rentre à Paris, en définitive, on n'a quasiment personne avec qui parler. Et on s'est rendu compte qu'en définitive, on était complètement en région, éclatés, et qu'il fallait réussir à nous fédérer, parce qu'aujourd'hui, il y a un enjeu majeur. On a les pays en fait, américains, on a tout ce qui est l'Amérique et tout ce qui est l'Asie. On l'a vu avec Poutine, en fait, qui annonce des gros budgets également pour dimensionner en fait, au niveau de la Russie tous les enjeux en fait, intelligence artificielle. Et nous, la France et l'Europe, on fournit les meilleurs cerveaux, on leur dit, allez-y, en fait, partez ailleurs. Dont moi y compris, hein, attention. Donc, à un moment donné, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir relancer cette dynamique ici, valoriser les personnes, les mettre en avant, dynamiser l'écosystème, leur trouver des moyens pour permettre de développer les business. C'est vrai qu'on a le sentiment que la France se réveille, avec notamment cette initiative, et puis aussi l'initiative portée par Cédric Villani, qui est notre cher médaille Field, que vous avez d'ailleurs lui aussi identifié au sein de Francisaï. Donc on sent bien que la France se réveille et se dit, bon, allez, là, maintenant, il faut s'emparer du sujet, et pas seulement en étant repris par des médias, mais vraiment structurer quelque chose de fort. Non, complètement. Et juste un point sur ce que disait Grégory, c'est il y a effectivement dans les écosystèmes qui sont concurrentiels, effectivement les États-Unis et la Chine, mais on ne peut évidemment pas les concurrencer au niveau de la France parce qu'ils ont d'abord des énormes géants de la technologie qui disposent d'énormes bases de données. C'est très difficile à concurrencer ça. Et l'autre chose, c'est juste en taille très difficile de les concurrencer. Donc, par contre, quand on regarde d'autres écosystèmes comme le Canada et l'Angleterre, ou même la Suisse, là, pour le coup, c'est vraiment beaucoup plus à l'échelle de la France. Et ce qui se passe, c'est là où nous, on pense qu'il y a une urgence même de justement vraiment accélérer cette dynamique en France, c'est qu'on voit qu'il y a l'émergence de sortes de super clusters dans ces écosystèmes. Le Canada en est un exemple. Ils ont reçu plusieurs centaines de millions de dollars en l'espace de 6 mois entre Toronto et Montréal. Et que quand un grand groupe décide d'avoir un laboratoire au Canada, c'est un laboratoire qu'éventuellement il ne met pas en France. Quand on parle des fois avec certains grands géants technologiques, ils vont dire « Moi, j'ai un laboratoire en Angleterre, j'ai un laboratoire en Suisse, il n'y a pas de sens pour moi de faire un laboratoire en France. » Et nous, on pense que c'est aussi très, très important de faire justement venir ces grands groupes en France pour ouvrir des laboratoires en France, parce que ça permet aussi cette sorte de mixité entre recherche publique, recherche privée et des sortes de transitions. Et c'est pour ça qu'on pense qu'il y a effectivement une urgence à, d'abord, changer la perception de la France de l'étranger, par rapport à la technologie de tout ce qui est intelligence artificielle. Et la deuxième chose, c'est évidemment de continuer la dynamique qui existe déjà. À nouveau, dans l'écosystème, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et d'essayer de voir comment soutenir les initiatives existantes et comment les rendre à échelle encore plus grande. Une petite question qui m'intéresse dans le cadre de cette initiative, les critères qui étaient importants pour toi pour justement bien cartographier cet écosystème, bien le qualifier, au-delà de le quantifier. C'est quoi une bonne start-up qui développe de l'IA? Je veux dire, pour reprendre en fait, la blague des inconnus, c'est la différence entre un bon chasseur et un bon chasseur. Je pense qu'il n'y a pas de secret. En fait, il faut juste accompagner, vérifier ce qu'il y a en dessous du capot. Voir est-ce qu'on parle réellement d'intelligence artificielle ou plutôt d'industrialisation. Voilà, parce qu'il y a quand même beaucoup de start-up et des fonds d'investissement aussi qui investissent dans les petits chatbots, etc. Et tout le monde fait de l'IA. Donc j'imagine que l'objectif ici, au travers de Francisaï, c'est un petit peu de faire le ménage entre tout ça quand même, non? Il y en a deux quand même. Hein. Quand on regarde par exemple les cartographies d'autres pays, je dirais qu'il y en a beaucoup qui ne font pas beaucoup d'efforts pour arriver à savoir. Il y a quand même une question de taille. Donc, si on arrive à établir un écosystème de 300 startups qui font de l'IA,
personne ne va derrière pour aller gratter et voir à quel point il y a une couche profonde d'IA ou pas. La deuxième chose, c'est la réalité et la difficulté justement de tout ce qui est des fois certifié quelque chose en intelligence artificielle ou pas. C'est qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle? Et donc c'est le bon chasseur ou le bon chasseur, mais c'est vraiment l'une des plus grandes problématiques, c'est que est-ce qu'il faut absolument avoir développé ses propres algorithmes? Est-ce que si on utilise des algorithmes open source, mais qu'on utilise des données propriétaires, est-ce que ça c'est de l'intelligence artificielle? Est-ce que si j'utilise des briques API, est-ce que ça, c'est l'intelligence artificielle? Donc, c'est effectivement compliqué. Nous, on essaie d'avoir une approche qui est double, à la fois quand même un petit peu très spécifique sur l'intelligence artificielle, particulièrement sur les 5 finalistes qu'on va les présenter aux États-Unis ou dans les autres écosystèmes, parce que pour le coup, ils vont vraiment représenter la France. Sur la cartographie, on essaie quand même d'avoir une définition la plus large possible, parce que de l'étranger, quand on regarde, on va retenir que 2 choses, le nombre de startups et IA. Donc, on essaie quand même le marketing. Grégory, oui. Que là-dessus, il y a un point qui est super important dans ce que Paul en fait soulève. On n'est pas là pour faire une compétition. C'est-à-dire que grosso modo, on n'est pas occupé de se dire qui est la meilleure start-up de la France ou quoi que ce soit. C'est juste le fait de dire on va positionner la France et on va positionner l'Europe en acteur international dans l'échiquier aujourd'hui qui est occupé de se passer. Je pense que là, c'est vraiment un point important à comprendre, qu'on le fasse. Et aussi, mais pourquoi on le fait? On n'est pas occupé de le faire pour alors seulement valoriser nos startups en intelligence artificielle et tout ça, mais on est face à cette révolution industrielle qui est massive. C'est exactement la même échelle qu'on a eue avec l'avènement de l'électricité, qui a tout changé, en définitive. Est-ce qu'on veut que dans un délai de 5 à 10 ans, la France et l'Europe soient reconnues comme étant le parent pauvre de ça? Non, absolument pas. Il faut qu'on puisse dynamiser nos startups, il faut qu'on puisse dynamiser nos industries locales, en fait, régionales, nationales et internationales au niveau européen, pour pouvoir embrasser cette vague et ce tsunami en fait, qui se met en place au travers de tout ce qui est l'algorithme cognitif, en fait, à la fin de la journée. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle est un terme qui est quand même assez bullshit en soi, c'est très marketing. On fait de la data, du machine learning ou du deep learning. On va revenir après d'ailleurs avec toi et d'autres invités sur ces notions-là. Mais l'enjeu est vraiment au travers de l'emploi. C'est-à-dire comment on va créer demain, au travers du travail de Paul, de France Design, mais également au travers du rapport France AI, en fait, sur lequel pas mal de chercheurs, du moins Francia, où on a pas mal de chercheurs qui travaillent sur un rapport qui a été remis premièrement en fait, à François Hollande et qui maintenant est en cours de travail au travers de Cédric Villani pour en fait, Emmanuel Macron, donc pour le président. Et donc l'idée, c'est de pouvoir leur donner les conseils pour prendre les bonnes décisions, qu'ils puissent avoir l'information du plus grand nombre, mais ce qu'il faut très vite maintenant, c'est ne pas tomber dans l'effet rapport, mais passer à l'action. Pour préparer l'emploi futur, ce n'est pas nos emplois, c'est l'emploi de nos enfants. Et une des choses qui est intéressante, c'est l'une des raisons pour lesquelles en fait, nous, on pense que la France, c'est vraiment le bon moment, c'est que si on regarde la raison pour laquelle les autres écosystèmes sont mieux perçus, c'est parce que sur les 5 dernières années, qui a été l'avènement de tout ce qui est deep learning et apprentissage profond, beaucoup des premiers groupes qui ont vraiment lancé ça, c'est des startups qui se sont fait souvent racheter par des Facebook, Microsoft, Google, etc. Et qu'en France, ce n'est pas un modèle qui est généralement financé. Une start-up qui développe juste de l'intelligence artificielle avec des algorithmes pour aller vendre à d'autres personnes, les VC français ne vont pas constamment financer ça. C'est souvent quelque chose qui est restreint à la recherche publique. Et donc, sur les 5 dernières années, on n'a pas vraiment eu un deep mind, comme il y a eu en Angleterre, qui a vraiment sacralisé l'écosystème anglais. Par contre, ce qu'on a, c'est, et moi, c'est la partie, et pour rejoindre Grégory, c'est la partie qui m'excite le plus, c'est on rentre dans cette phase applicative de l'intelligence artificielle qui fait que ça va devenir une couche technologique dans la plupart de ces industries. Et là, pour le coup, on a parmi les plus grands champions mondiaux dans à peu près toutes les industries. Donc, on a, contrairement à tous les grands groupes technologiques, des énormes bases de données dans toutes ces industries, par tous ces industriels, et donc une capacité à être vraiment en avant. Et le risque éventuel, c'est que ces grands groupes qui sont aujourd'hui mondiaux et internationaux et champions se fassent renverser par des startups qui démarrent de zéro, mais qui ont une approche différente, ou d'autres grands groupes qui auront mieux compris cette importance de l'intelligence artificielle. Est-ce que dans France AI, tel que vous l'avez qualifié, c'est-à-dire tous les acteurs de l'écosystème, qu'ils soient universitaires, laboratoires, start-up, petits projets au démarrage, est-ce que votre cartographie a vocation à être enrichie par d'autres acteurs, par exemple par des groupes industriels qui viendraient justement un petit peu porter le mouvement? Alors, complètement, et nous on est très ouverts. Alors, après, comme la vocation de l'initiative, c'est aussi de pouvoir justement reverser tout l'argent qu'on lève auprès de l'écosystème, parce que c'est souvent difficile de lever de l'argent pour des plus petites initiatives. Généralement, on s'associe aux grands groupes. Après, il y a ceux qui sont sponsors qu'on va encore plus mettre en avant, notamment Microsoft. Mais
Nous, on est vraiment tout à fait ouvert à tous les grands groupes. On est en train d'avoir des discussions éventuellement avec le MEDEF, justement pour voir dans quelle mesure ça peut s'inscrire dans une réflexion plus grande avec, d'ailleurs, pas que les grands groupes, mais aussi les PME, parce que les PME ont plein de données. Et que par contre, ils n'ont pas forcément le talent technologique, mais ils seraient peut-être plus sensibles à offrir leurs données qu'un grand groupe qui serait plus protecteur de leurs propres données. Donc nous, on pense qu'il y a effectivement énormément de choses à faire avec les grands groupes. Et on est en discussion avec certains, et on a vocation à s'adosser à n'importe quelle initiative qui aurait cette ambition. Grégory, les enjeux dont on parle là, c'est-à-dire l'intelligence artificielle, presque voilà, cette notion de territorialité, de préemption du sujet, en fait, de sensibilisation à cet enjeu majeur, parce qu'il aura des impacts sur tous les pans de notre société. Ça me rappelle celui du big data, il y a quelques années, finalement. Sauf que, qu'est-ce qui a changé, en fait, entre ce qu'on disait sur le big data il y a quelques années, en disant « Oh là là, attention, il faut se saisir du sujet sur notamment les localisations de cloud, le barycentre de l'Internet, qui est quand même mondial, qui est aux États-Unis. Et c'est très bien, c'est un fait. Mais et quid de l'Europe? Est-ce que ce n'est pas un sujet aujourd'hui un peu augmenté de ce qu'on se disait hier? Disons qu'on peut le voir comme ça, de manière très claire. Je pense qu'il faut aussi un peu désacraliser. Et je relayais encore un article il y a quelques jours où justement il faudrait un peu se calmer au travers de tous ces sujets-là. Ce sont des vrais sujets qui sont là, qui doivent être embrassés, mais pas surmédiatisés. Donc il faut justement pouvoir les prendre, traiter le cas. Après, pour revenir sur ta question par rapport au cloud, donc de manière générale, moi, pour le premier point, ce qui me fait peur aujourd'hui, c'est le côté un peu trop médiatisé. Soyons clairs. En fait, on a vécu plusieurs hivers. On est quand même sorti du 3e hiver donc de l'IA, où moi, je me souviens, à un moment donné, en fait, je n'osais pas dire ce que je faisais à côté. Donc, on se souvient, j'avais des activités telles que Wigwam, en fait, plutôt dans l'expertise technologique, sur les technologies Microsoft. Et à côté, on avait un petit lab, en fait, orienté sur l'IA. On n'en parlait quasiment pas. Parce que les gens disaient, mais arrête, en fait, vous perdez juste votre temps. Aujourd'hui, on est sorti de ça. On est parti de super nerd, en définitive, à une forme de super-héros, où on est très médiatisé. Il faut juste se calmer, prendre les sujets, prendre des points bloquants, prendre des éléments dans chaque industrie et se dire comment ça va aider en fait à augmenter les individus. Parce qu'il y a un autre point qui est très crucial au-delà des jobs, c'est comment en définitive on utilise ces technologies-là pour augmenter les individus et non pas pour réduire les individus. Donc c'est un point qui est vraiment important. Et enfin le dernier point qui est sur la notion de souveraineté. Donc je pense qu'il est important également que chaque individu puisse demain en fait être maître de sa propre data, de ces éléments qui vont être traités par des algorithmes cognitifs à très haut niveau. Et donc, il faut que les gens puissent avoir en fait une maîtrise en fait de ces éléments-là, en fait un élément. Alors, on le disait, Paul, pour clôturer cette émission sur France is AI, on parlait de la France, des assets, finalement, des actifs de la France sur ce domaine-là. Ces champs de recherche sont historiques aussi, parce que on sait bien aujourd'hui que la France a longtemps travaillé sur la donnée en tant que telle. Et les mathématiques, bien sûr. Est-ce que demain, on pourrait imaginer une Europe is AI parce que ça aurait un sens? Et si oui, quand, à votre avis? Ouais, je pense que de toute façon, c'est des sujets qui peuvent forcément être traités, justement, quand je comparais les différents écosystèmes. La France peut éventuellement se concurrencer au Canada ou à l'Angleterre. Elle ne pourra jamais concurrencer les États-Unis ou la Chine d'un point de vue de la taille. Et donc, je pense qu'il y a effectivement un vrai besoin, une vraie discussion à avoir au niveau européen. Il y a déjà un certain nombre de projets ou de discussions qui sont en cours, notamment sur des questions plus de robotique que d'IA même. Et donc, nous, on pense qu'effectivement, il y a un besoin à un moment d'avoir ce discours et ce dialogue au niveau européen. Après, c'est toujours plus simple de commencer au niveau local et de montrer par rapport à ça, parce que malgré tout, même au niveau européen, il faut bien une locomotive. Et que je dirais qu'au niveau européen, sachant qu'en plus maintenant, on peut considérer l'Europe en dehors de l'Angleterre, il y a une vraie chance pour la France d'être cette locomotive de l'Europe par rapport à l'intelligence artificielle. Peut-être que l'Europe se ferait enfin, comme on l'attend tous, peut-être que l'Europe de l'intelligence artificielle, sur un prisme technologique, complètement. voire sur l'intelligence artificielle, on peut rêver, non? Mais je suis complètement d'accord avec ce que Paul vient de dire. Si tu regardes les différents pays, aujourd'hui, la France est dans une position, elle a le devoir de le faire. Elle doit impérativement travailler sur ces éléments-là. Et donc, merci à tous les acteurs qui le font, en fait, et de porter ça au niveau européen. Donc, de ne pas s'imiter là.
pour que justement on puisse être sûr d'embarquer exactement comme le font les États-Unis. Et merci à eux, hein, c'est juste génial parce que ça amène quand même beaucoup d'abondance à la fin de la journée. Quand on regarde, on vit quand même de mieux en mieux, même si on continue de se plaindre, hein, parce qu'on aime ça aussi, et moi le premier. Donc, également la partie en fait Asie, Russie. Donc il faut qu'on puisse embrasser ça et aller très vite dans l'ensemble de cette démarche. Donc, en tout cas, et juste pour donner un exemple simple aussi de comparaison entre les écosystèmes, aux États-Unis, les grands groupes technologiques ont aussi très largement contribué à rendre l'intelligence artificielle plus une commodité que quelque chose de compliqué. Ils ont mis en place des frameworks open source, ils ont mis à disposition des bases de données de langage, d'images, etc. Ce qu'aucun acteur français n'a forcément fait. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut qu'on commence à faire, parce que c'est la personne qui propose la donnée qui aussi, quelque part, est le centre névralgique, puisque c'est sur ça que les algorithmes s'entraînent. Donc c'est aussi une vraie question par rapport à ça. Une dernière question, parce que l'émission d'après est plus centrée, et avec toi notamment Grégory, sur les mythes et les réalités, on va y revenir, de l'intelligence artificielle. Une dernière question sur finalement l'aspect compétitivité autour de l'intelligence artificielle. Si on prend ces deux mots qui sont partout en ce moment, sur toutes les lèvres, si on les prend sur une vision purement marché, opportunité business, qui intéresse forcément ceux qui nous écoutent, à quoi ça va ressembler? Quelle va être la nature de la compétitivité entre les acteurs, à votre avis? Entre les acteurs technologiques ou... Entre la sphère entreprise, qui va se saisir des outils, notamment de Microsoft, les assistants vocaux, entre la compétitivité entre labos de recherche, les startups. Comment ça va se... À très haut niveau, je pense qu'il y aura ceux qui l'ont adopté, qui l'ont embrassé à fond. Le plus tôt possible? Le plus tôt possible. Ouais. Donc, faut y aller maintenant, parce que les autres l'ont fait déjà depuis très longtemps, et ceux qui ne l'auront pas fait. Donc, c'est exactement comme on a vu, en fait, des usines qui ont, du moins en tout cas des entreprises qui ont disparu parce qu'elles n'ont pas embrassé l'avènement de cette troisième révolution avec les machines qui ont permis d'automatiser, d'enlever les tâches pénibles, parce que je pense qu'à la fin de la journée, c'est ce qu'on peut faire, c'est enlever des tâches pénibles en fait avec ça. Je pense que c'est un des premiers grands critères. Donc, j'ai vraiment envie d'inviter tout le monde, à un moment donné, de sortir en fait du côté on va tous mourir avec l'IA, etc. Un Terminator oui, c'est la fin de va arriver dans l'humanité, mon tel que jardin. le dit Stephen Hawking. Voilà. Mais par contre, se dire non, c'est une vraie opportunité pour dynamiser mon business, créer de l'emploi, être compétitif et amener beaucoup plus de valeur en fait tant aux collaborateurs de l'entreprise, mais également à mes clients. Pour finir, sur les laboratoires, je pense qu'une des choses, c'est d'arriver à permettre, en France en tout cas, pour être plus compétitif, de favoriser la recherche privée dans l'intelligence artificielle, que ce soit au travers de grands groupes français qui arrivent à repenser certains de leurs métiers grâce à ça, ou que ce soit au travers de grands groupes étrangers qui viennent installer leur laboratoire en France, de façon à faire favoriser cette recherche, mais localement en France. Un message ultra important dans ce sens-là, c'est l'IA n'est pas un sprint, c'est une course de fond. Et il faut impérativement valoriser nos laboratoires de recherche français, européens, et il faut également valoriser les laboratoires de recherche privés en termes d'entreprise. Et en fait, c'est un travail qui est long, le domaine du machine learning, parce qu'il y a tout le processus de collecte de la data, son raffinement. En fait, hier soir, on était à un repas où en fait, je donnais comme image, je torréfie de la data tous les jours. 70% de mon travail, c'est torréfier de la data. Donc pour c'est la qualifier data, voilà, c'est exactement comme le café en fait. Mais après, il faut trouver les bons algorithmes, les bonnes machines pour mettre ça en œuvre. Et ensuite, tu prends ce réacteur extraordinaire et tu le mets dans un logiciel de manière globale. Mais ça n'est absolument pas un sprint. Et donc valoriser la recherche en termes éducatifs, les centres de recherche et ensuite la recherche privée est crucial. Et par contre, donnez-lui le temps d'arriver à des super résultats. Alors, la prochaine étape, pour terminer cette émission avec toi, notamment Paul, la prochaine étape de Francis AI, alors, il y a la conférence jeudi et vendredi, à Paris, avec plus de 75 speakers sur les 2 jours. Donc, on est vraiment content. Et ensuite, on va commencer à établir la liste des projets qu'on va sponsoriser. D'accord. Et en fait, l'une des choses, on a établi un board, et l'une des choses qu'on va essayer de voir, c'est dans quelle mesure on offre la possibilité à la communauté elle-même, à l'écosystème lui-même, de voter pour les projets à pouvoir subventionner. Et s'il y a un projet ou un porteur de projet, une personne intéressée par ce projet, on va sur le site de Francis AI. francisaI.com. Merci à tous les deux. Merci Paul, parce qu'on te garde, toi, Grégory, sur le plateau.
Bonne chance bonne route pour Merci. Francis AI. À bientôt. Merci. Peut-être à New York, pourquoi Peut-être, pas, là voilà. où tu habites. On va se retrouver sur une nouvelle émission, toujours consacrée à l'intelligence artificielle. Vous le savez, si ça vous intéresse, ça tombe bien, c'est sur les 2 jours. On va en parler beaucoup. On va revenir sur les mythes et les réalités qu'on vient d'évoquer, notamment avec Grégory Renard et d'autres invités. À tout de suite.